Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui à première vue semble toute simple, mais qui en réalité pas mal bousculé l'enseignement des langues. Je parle du concept de mini-projet. C'est une approche qui a été développée par le didacticien Christian Puren. On a mis la main sur un document qui décortique vraiment cette méthode, et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ce terme. Qu'est-ce qu'un mini-projet? Pourquoi on dit que c'est si efficace? Et puis surtout, comment ça cherche à rendre l'apprentissage, disons, moins abstrait? Plus vivant. Plus vivant, voilà, en transformant les élèves en véritables artisans de leur savoir. C'est exactement ça. Le mot vivant est vraiment la clé. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut comprendre d'où ça vient. Le mini-projet, il n'est pas né de nulle part, hein. C'est l'incarnation d'un courant de pensée bien plus large qu'on appelle la perspective actionnelle. Pendant des décennies, on a vu l'élève comme une sorte de réceptacle qu'on remplissait de grammaire, de vocabulaire, et on espérait qu'un jour, un peu par magie, il saurait utiliser tout ça dans la vraie vie. C'est la fameuse méthode du au cas où. On apprend des listes de mots au cas où un jour on en aurait besoin. Précisément. Eh bien, la perspective actionnelle, elle renverse complètement la table. Elle dit l'apprenant, ce n'est pas un futur utilisateur de la langue, c'est un acteur social ici et maintenant. Le but, c'est pas d'accumuler, c'est de faire, D'agir. d'agir, d'accomplir des tâches, de résoudre des problèmes. Le mini-projet, c'est l'outil parfait pour ça. On n'apprend plus la langue pour agir plus tard, on apprend la langue en agissant, tout de suite. D'accord, le cadre est posé, c'est un changement de philosophie assez radical. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, si on parle de mini-projet, qu'est-ce qui le différencie d'un projet classique, qui peut parfois faire un peu peur par son ampleur, ou même d'un simple exercice qu'on fait en classe? Alors la différence, elle se joue sur 3 points, et le nom est très bien choisi. D'abord, mini, pour la durée. On est sur quelque chose de court, de ramassé. Ensuite, projet, parce qu'on ne fait pas un exercice pour faire un exercice. On vise la création de quelque chose de concret. Il y a un but final. Et enfin, le point central, c'est que ce but est ancré dans une tâche de la vie réelle. Christian Puren le définit comme une activité qui est structurée, limitée dans le temps et orientée vers une production finale tangible. Hmm. Le mot modeste revient souvent dans la description. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de monter une pièce de théâtre de Molière. Ah non, on est même à l'opposé. L'idée, c'est de viser une victoire rapide et gratifiante. Pensez aux enseignants qui sont débordés avec des emplois du temps complètement hachés. Bien sûr. Ils n'ont pas le temps de bloquer 3 mois pour un projet monumental. Et pensez aussi aux élèves, surtout les débutants. Leur proposer de créer un court-métrage, ça peut être paralysant. Le mini-projet, lui, est conçu pour être faisable et surtout pour donner un sentiment d'accomplissement très rapide. J'aime beaucoup cette idée. Pour que ce soit encore plus clair, on pourrait imaginons qu'un grand projet, ce serait d'organiser un festival de cinéma. C'est énorme. Il faut trouver les films, gérer la billetterie, la com. Hmm. Le mini-projet, ce serait une seule mission dans ce festival. Par exemple, créer en groupe l'affiche officielle pour un des films. C'est une excellente image. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant avec votre analogie de l'affiche, c'est qu'elle montre aussi que mini ne veut pas dire simpliste. Créer une bonne affiche, ça demande de vraies compétences. Ah oui. Il faut synthétiser l'esprit du film, trouver un slogan qui soit percutant, choisir un visuel fort, négocier en groupe. C'est petit, mais c'est dense. On mobilise énormément de choses en très peu de temps. C'est dense, voilà, c'est le mot. Et j'imagine que pour qu'une méthode aussi concentrée fonctionne, elle doit reposer sur des principes très clairs. Le document en liste 6. Je propose qu'on les passe en revue, pas comme une checklist, mais pour vraiment comprendre l'esprit de la machine. Absolument. Le premier principe, qui est vraiment le moteur de tout, c'est l'ancrage dans le réel. Le projet doit partir d'une situation de communication ou d'action qui a du sens. Ça peut être une situation réelle, comme écrire un vrai mail pour demander des infos à un office de tourisme, ou alors une situation simulée, comme préparer un itinéraire de voyage pour un ami. Attendez, là-dessus, j'ai une question qui me vient. Quand on parle de situation réelle en classe, ça reste une simulation, non? Les élèves savent bien qu'ils ne vont pas vraiment partir en voyage demain. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce que ça ne reste pas un peu artificiel? C'est une objection très juste. Et la magie de la méthode ne réside pas dans le fait de tromper l'élève, mais dans le pouvoir du comme si. Le cerveau apprend beaucoup mieux quand il se projette dans un scénario plausible.
Mais surtout, et c'est le deuxième principe, qui est inséparable du premier, c'est la finalité concrète et visible qui rend l'exercice authentique. La phrase de grammaire qu'on a apprise à 10h05, elle sert à écrire le slogan sur l'affiche à 10h25. L'utilité est immédiate. D'accord, donc c'est le produit qui ancre l'activité dans une forme de réalité, c'est tangible. Ça m'amène au troisième principe, la durée limitée. C'est présenté comme un atout majeur. C'est super pour l'emploi du temps du prof, ça je comprends bien. Mais est-ce qu'on ne risque pas de survoler les choses? Un projet bouclé en 2 ou 3 heures, est-ce que ça peut vraiment mener à un apprentissage profond? C'est le paradoxe de la méthode. On pourrait croire que rapide égale superficiel, mais ici, la profondeur ne vient pas de la durée, mais de l'intégration. Et c'est là qu'on touche au cœur de la pédagogie. Dans un exercice traditionnel, on y vole une compétence. Oui. Dans le mini-projet, on est obligé de tout mobiliser en même temps. Et ça, c'est le cinquième principe, l'intégration des compétences. Pour créer cette fameuse affiche, les élèves vont devoir peut-être lire un résumé du film, compréhension écrite, en discuter entre eux, expression orale en interaction, Mhm. écrire le slogan, expression écrite, puis présenter leur affiche à la classe, expression orale en continu. Tout est lié, tout sert le même but. L'apprentissage est profond parce qu'il est connecté, pas parce qu'il est long. Ça me parle énormément. Ça me rappelle mes cours de langue au lycée où on passait 1 heure entière sur les déclinaisons ou le subjonctif, de manière complètement déconnectée de tout. C'était une pure abstraction. L'idée de tout mobiliser pour une tâche unique, c'est tellement plus logique. Et c'est bien plus proche de la manière dont notre cerveau fonctionne. Il n'a pas de tiroir séparé pour la grammaire, le vocabulaire. Il crée des réseaux de sens. Le mini-projet l'aide à tisser ces réseaux de manière naturelle. Très clair. Il nous reste 2 principes. Le quatrième, c'est le travail collaboratif. Là aussi, ça semble évident, mais en pratique, c'est souvent le point noir des travaux de groupe. On a toujours 1 ou 2 élèves qui font tout le travail et les autres qui sont un peu passifs. Comment la méthode gère cet écueil? La méthode ne le gère pas avec une formule magique, mais elle change la perspective. Le but du travail de groupe ici n'est pas seulement de produire l'affiche. Le processus de collaboration est en lui-même un objectif d'apprentissage majeur. Ah d'accord. L'enseignant n'évalue pas seulement le produit final, mais aussi la capacité du groupe à fonctionner. La collaboration n'est plus seulement un moyen, elle devient une compétence à part entière. Donc, la discussion pour savoir qui fait quoi est aussi importante que le résultat. C'est malin. Et le dernier principe, c'est la dimension culturelle. Comment est-ce qu'on l'intègre sans tomber dans le folklore, le cliché de la carte postale? Alors, l'idée, ce n'est pas de faire un exposé sur les corridas en Espagne ou les chapeaux melons à Londres, non. L'approche est plus subtile, il s'agit d'ancrer le projet dans des pratiques culturelles authentiques. Par exemple, si le mini-projet consiste à organiser un goûter, on peut explorer ce que signifie prendre le goûter en Angleterre, le afternoon tea, ou en Espagne, la merienda. Ça passe par l'étude de vraies recettes, de vrais témoignages. Oui. On découvre que des gestes du quotidien ne sont pas universels, et ça ouvre une fenêtre sur une autre manière de vivre et de penser, bien plus efficacement qu'un long discours. D'accord. On a le portrait robot complet. Une tâche concrète, inspirée du réel, qui aboutit à un produit visible, réalisable en peu de temps, en groupe, qui mélange toutes les compétences et qui, si possible, nous apprend quelque chose sur une autre culture. C'est très séduisant sur le papier. Mais au final, si on prend un peu de recul, quels sont les grands objectifs pédagogiques derrière tout ça? Qu'est-ce que ça change vraiment pour l'élève? On peut les résumer en 3 impacts majeurs. Le premier, et le plus immédiat, c'est la motivation. C'est presque mécanique. Quand un élève comprend pourquoi il apprend quelque chose, quand il voit l'utilité directe de ses efforts, son engagement est décuplé. On ne lui demande plus d'apprendre une règle parce que c'est au programme, mais parce qu'il en a besoin là, maintenant, pour son projet. Le sens, c'est le premier moteur de l'apprentissage. On passe de la contrainte au besoin en somme. Exactement. Le deuxième impact, qui est peut-être le plus important sur le long terme, c'est le développement de l'autonomie. Dans un exercice classique, l'élève est en mode pilote automatique. Il suit des consignes très précises. Oui. Dans un mini-projet, le chemin n'est pas entièrement balisé. Le groupe doit s'organiser, planifier, chercher des informations, prendre des décisions. L'enseignant n'est plus celui qui donne toutes les réponses. Il devient un guide, une personne ressource. Les élèves apprennent à apprendre. Une compétence pour la vie. Tout à fait. Et le troisième objectif, j'imagine qu'il touche au cœur de la langue elle-même. Oui, il touche à la qualité de l'acquisition. Le document parle d'une acquisition intégrée et durable.
Intégré, on l'a vu, parce que les connaissances ne sont pas stockées en silos, et durable, parce que l'ancrage mémoriel est infiniment plus fort. Je voudrais insister sur ces deux mots, authentique et durable. C'est sans doute là que réside toute la puissance de la méthode. On mémorise bien mieux ce qui est associé à une action, à une émotion, à une création. Je pense que tout le monde a ce souvenir d'avoir appris par cœur une liste de verbes irréguliers pour un contrôle, et de l'avoir oublié à 90% la semaine suivante. Bien sûr, parce que c'était une information froide, désincarnée. Alors que si on a utilisé ces mêmes verbes pour écrire le scénario d'une mini-vidéo qu'on a tournée avec ses amis, si on a ri en la faisant, si on a été fier du résultat, là, l'apprentissage est lié à une expérience. Le savoir n'est plus une donnée abstraite. Non, Il est connecté à un souvenir, à une interaction, à un produit. Il devient une partie de nous. L'ancrage est physique, émotionnel, social. C'est pour ça que c'est durable. vous mettez le doigt sur l'essentiel. Le savoir n'est pas stocké dans une case théorique du cerveau. Il est immédiatement mis en pratique, connecté à tout un réseau de sens. C'est ce qui garantit non seulement une meilleure rétention, mais aussi, et c'est crucial, une plus grande capacité à réutiliser ces connaissances dans de nouveaux contextes. Parce qu'on ne les a pas apprises comme des règles, Mais comme des outils, exactement. c'est limpide. Si on devait résumer notre exploration, on pourra dire que le mini-projet de Christian Puren, c'est bien plus qu'une simple recette pédagogique. C'est une approche pragmatique, pensée pour le terrain, qui remet le sens, l'action et la collaboration au centre du jeu. C'est une parfaite synthèse. Elle vise à rendre l'apprentissage plus motivant, plus autonome et finalement plus humain. Finir peut-être avec une pensée pour aller plus loin. Ce qui est fascinant, c'est cette philosophie sous-jacente. On apprend mieux en faisant, en construisant. Or, cette idée, elle a explosé bien au-delà de la salle de classe. Prenez le monde de la tech, des startups. Hmm. Leur dogme, c'est le MVP, le Minimum Viable Product. On ne passe pas 3 ans à développer en secret le produit parfait. Non. On conçoit très vite une version minimale, un mini-produit, on le lance, on le confronte au réel, On recueille les retours. on recueille les retours, on apprend et on l'améliore. C'est un cycle d'apprentissage par l'action. Vous voulez dire que le mini-projet, c'est une sorte de MVP pédagogique? C'est exactement ça. Et les questions que ça soulève est vertigineuse. Combien d'autres matières qu'on pense très théoriques, comme l'histoire, la philosophie ou même les mathématiques, gagneraient à adopter cette mentalité de prototypage rapide du savoir? Au lieu d'apprendre un cours entier sur la Révolution française, pourquoi ne pas commencer par un mini-projet? Créer en 1 heure le fil Twitter d'un sans-culotte racontant la prise de la Bastille. On apprendrait en faisant. Et peut-être que l'on retiendrait, enfin, durablement.